Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 juillet 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 172 du podcast. Et aujourd'hui, je vais revenir premièrement sur les plus récentes données pour l'inflation au Canada. Donc la semaine dernière, on obtenait les données de l'IPC. Ensuite, je vous parle de l'augmentation du paiement minimum sur les cartes de crédit. Je couvre également le resserrement réglementaire par rapport aux marges de crédit hypothécaire. Donc ça va être très prochainement. Et finalement, je vous partage mon dernier achat d'actions pour mon portefeuille à long terme. Donc c'est un achat qui a été fait sur le TSX et je donne plus de détails dans la suite de l'épisode. Donc pour commencer, la semaine dernière, c'est là qu'on obtenait les données sur l'inflation au Canada et c'est là qu'on a pu voir que l'indice des prix à la consommation, l'IPC, a augmenté de seulement 2,8% au mois de juin. Et là, je vous rappelle que c'est une comparaison annuelle, c'est-à-dire qu'on compare avec juin de l'année passée, donc juin 2022, et que justement, en pareille date, l'année passée, le prix de l'essence était à peu près 20% plus élevé. Donc, c'est sûr que le fait qu'on se compare avec des prix si élevés que ça, ben, ça crée un effet de glissement sur les statistiques de l'IPC. Et en fait, concrètement, si on retire les composantes de l'énergie et de la nourriture, l'IPC a monté d'environ 4% sur une période d'un an. Donc, c'est vraiment la baisse du prix de l'essence qui a tiré l'indice des prix à la consommation vers le bas. Mais tant qu'à moi, c'est pas impossible que le taux d'inflation, ben, il remonte au-dessus de 3% dans quelque part cet automne. Ça veut dire qu'une fois qu'on va avoir passé le pic de l'année passée, qui était justement en juin 2022, ça se peut que là, tout d'un coup, on voit l'inflation repartir à la hausse. Surtout que là, si on se penche du côté du prix du pétrole brut, il s'est mis à remonter. On regarde le baril de pétrole WTI qui est remonté dans les environs de 79 US. Donc, c'est sûr que ça devrait faire monter le prix à la pompe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur de l'énergie, pour les actions sur le TSX, mais c'est un petit peu moins bon pour le consommateur qui devrait payer plus cher du côté de l'essence et nécessairement, ça va venir affecter les données de l'IPC. Et d'ailleurs, si on regarde depuis juin 2020, donc sur un horizon de 3 ans, on constate qu'il y a quand même une hausse de prix généralisée de 16% pour la province du Québec. Donc ça, c'est quand même au-dessus de l'augmentation au niveau du Canada qui se situe dans une augmentation de 14,6%. Au fait, depuis 2020, le Québec, c'est la province qui affiche la plus forte hausse du côté des prix. Mais à titre de consolation, on est aussi la province qui affiche la plus forte augmentation du côté des salaires. Mais reste que on parle d'une augmentation des salaires de 13% sur 3 ans versus une hausse de prix de 16%. Donc c'est sûr qu'au net, le pouvoir d'achat des employés salariés a quand même baissé depuis 2020. Donc c'est pour ça que malgré les hausses salariales, un travailleur salarié va quand même ressentir qu'il a plus de difficultés à tout payer parce que concrètement, son pouvoir d'achat a diminué depuis 2020. Et je vais aussi vous parler du changement par rapport au paiement minimum sur les cartes de crédit. Et grosso modo, à partir du 1er août, le paiement minimum sur les cartes de crédit va passer à 4%. Et ça, en fait, ça vient d'une loi du gouvernement du Québec qui a été adoptée en 2017. Et grosso modo, l'objectif de cette loi-là, c'est de remonter progressivement le paiement minimum d'un demi% par année, donc le paiement minimum sur les cartes de crédit, jusqu'à temps qu'on atteigne un paiement minimum de 5% en 2025. Mais à noter quand même que le paiement minimum sur toutes les nouvelles cartes qui ont été émises depuis août 2019, le paiement minimum est déjà fixé à 5%. Donc cette loi-là, en fait, ça vise toutes les cartes qui ont été émises avant 2019.
Et l'objectif de l'augmentation du paiement minimum sur les cartes de crédit, c'est de prévenir les problèmes d'endettement. En fait, l'idée, c'est que en remboursant un plus gros montant à chaque mois, ben, premièrement, tu rembourses plus rapidement ton solde et à ce moment-là, tu vas payer moins d'intérêts. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a un solde de 5000 pièces sur sa carte de crédit et que cette personne-là, financièrement, elle peut juste se permettre de faire le paiement minimum à chaque mois. Ben, avec un paiement minimum fixé à 5%, ça lui aurait pris 10 ans pour rembourser le solde de 5000 pièces versus avec un paiement minimum à 3%, ça lui aurait pris quasiment 21 ans. Et je vous rappelle que 3%, c'était le paiement minimum en 2021. Donc, l'idée de tranquillement augmenter le paiement minimum à 5%, c'est vraiment de raccourcir la durée d'un remboursement puis éviter que les gens payent une tonne d'intérêt au niveau des cartes de crédit. Donc oui, c'est vrai que ultimement, ça va forcer le monde à rembourser leur carte de crédit plus vite et par le fait même, ça va faire en sorte qu'ils vont payer moins d'intérêts. Par contre, à court terme, ça reste un élément qui va rajouter encore un peu de pression sur les finances personnelles des gens endettés. Et tout ça pour dire que le paiement sur les cartes de crédit émises avant 2019, ben, ça va être monté à 4% à partir du 1er août. Donc, ceux qui n'ont jamais de solde impayé sur leur carte de crédit, vous verrez aucune différence. Et pour les autres, on parle d'environ, en fait, on parle de 5$ de plus par tranche de 1000$. Donc, si tu as un solde de 2000$ sur ta carte de crédit, tu passerais d'un paiement minimum de 70$ à 80$. Donc, honnêtement, par mois, ça ne fait pas une énorme différence, mais la différence, ça se fait vraiment ressentir sur la durée du remboursement en termes de temps. Tu passer de 21 ans à 10 ans, c'est quand même la moitié du temps. Et aussi de la quantité d'intérêt que vous auriez payé avec un paiement minimum plus bas. Donc, grosso modo, c'est ce qui se passe du côté des cartes de crédit. Et il y a autre chose qui se passe du côté du crédit. En fait, c'est par rapport aux marges de crédit hypothécaires. On a appris récemment que le bureau du surintendant des institutions financières, donc ça, c'est l'entité qui va gérer les banques et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Ça s'appelle le BSIF en abréviation. Et bref, eux autres, ils ont décidé de mettre en place un resserrement réglementaire par rapport aux marges de crédit hypothécaire. Premièrement, il faut savoir qu'une marge de crédit hypothécaire, c'est ça qui vous permet d'utiliser le capital remboursé sur votre prêt hypothécaire, ce qu'on appelle l'équité. Et c'est-à-dire que cette portion-là de la maison, c'est elle qui vous appartient pour vrai parce que cette portion-là, vous l'avez déjà payée, dans le sens qu'il y a la mise de fonds là-dedans, il y a tout ce que vous avez payé en capital au niveau de vos versements hypothécaires. Je donne un exemple. Là, disons que vous avez une maison qui vaut 500 000 $, puis que vous avez déjà mis 200 000 dessus, incluant la mise de fonds, ben, il reste 300 000 $ à rembourser. Ben, avec une marge de crédit hypothécaire, tu pourrais utiliser une partie des fonds de ton équité de 200 000 $. Bref, ça vous permet d'avoir de la liquidité sur l'équité de votre maison, c'est-à-dire le capital que vous avez déjà remboursé sur votre prêt. Et là, la nouvelle mesure du BSIF, ça fait en sorte que les banques doivent changer le seuil d'équité. Le seuil d'équité va passer de 20% à 35%. Et ça, autrement dit, là, dans les prochains mois, les propriétaires qui ont une marge de crédit hypothécaire, ils vont pouvoir emprunter sur 65% de la valeur de leur propriété au lieu de 80%. Et l'objectif de diminuer la limite de crédit, c'est d'empêcher le monde de continuer à s'endetter avec leur marge de crédit hypothécaire. Parce qu'il y a bien du monde qui roule là-dessus en ayant toujours un solde impayé parce que le taux d'intérêt est plus avantageux, il est plus bas que sur une carte de crédit ou que la plupart des autres types de financement. Sauf que là, comme je vous dis, le BSIF vient de restreindre le montant que les propriétaires peuvent utiliser à partir de leur marge hypothécaire.
Donc, si vous avez une marge de crédit hypothécaire dans les prochaines semaines, ou si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir une lettre de la part de votre banque qui vous explique un peu le resserrement réglementaire concernant le ratio prêt-valeur, donc que je vous parlais, le rehaussement du seuil de l'équité. Et pour conclure là-dessus, même si le monde ne s'en rend pas nécessairement compte, les taux, il se resserrent tranquillement sur les finances personnelles des consommateurs parce que là, le taux directeur est augmenté. Fait que quand il va y avoir les refinancements qui s'en viennent, comme je vous dis, déjà ça va avoir un impact majeur. Après ça, l'augmentation du paiement minimum sur les cartes de crédit. Il y a la limite du crédit disponible sur les marges de crédit hypothécaire que là, ça vient d'être diminué. Tu sais, dans pas long, toutes ces affaires-là combinées, ça n'a comme pas le choix de freiner le rythme de vie d'une couple de personnes. Surtout qu'actuellement au Canada, le niveau d'endettement il est autour de 180%. C'est-à-dire qu'en moyenne, un ménage a 1,80$ de dette pour chaque dollar de revenu disponible. Donc, c'est sûr que quand le monde est beaucoup endetté comme ça, dès qu'il y a des mesures, dès qu'il y a des changements au niveau des taux d'intérêt, ça fait une grosse différence du côté de leur budget. Et là, depuis 2022, il y a quand même un paquet d'affaires qui s'additionnent. Et là, toutes ces choses-là qui se passent au Canada, c'est sûr que ça va mettre un poids énorme sur les personnes qui sont fortement endettées. Et c'est comme ça que je vois justement le chemin nous diriger vers un ralentissement économique. Les gens ne pourront pas soutenir le niveau d'endettement actuel avec des taux d'intérêt aussi élevés et toutes les autres mesures qui viennent en fait limiter leur capacité d'emprunt. Sinon, si on regarde du côté des marchés boursiers, cette semaine, c'est probablement la semaine la plus importante de l'été en ce qui a trait aux résultats financiers. Comme je vous dis, on est dans la earning season du mois de juillet, mais cette semaine, on a des earnings très intéressants. Entre autres, on parle de Microsoft, Google, Meta, Intel, Visa, etc. Donc, il y a des grosses compagnies qui vont dévoiler leurs résultats financiers trimestriels. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de volatilité dans les prochains jours selon c'est quoi justement les résultats financiers de ces compagnies-là. Et dans le dernier épisode, je vous avais partagé mes anticipations par rapport au prix de l'action de Netflix suite à ces earnings. Donc, comme j'expliquais, il y avait beaucoup d'optimisme du côté de Netflix, beaucoup de fortes attentes. Et comme de fait, même si les résultats financiers étaient très bons, le prix de l'action a planté. Et c'est un peu la même chose qu'on a vu avec les actions de Tesla. J'avais parlé de la marge de profit qui allait être le point focal des investisseurs. Et comme de fait, la marge bénéficiaire de l'entreprise a diminué avec la coupure des prix des voitures. Donc, Netflix et Tesla qui ont subi une chute considérable suite à leurs résultats financiers. Et ce soir, après la fermeture des marchés, ça va être les earnings de Microsoft et Google. Et je m'attends un peu à la même chose avec Microsoft que Netflix et Tesla parce que les attentes sont très élevées et récemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont décidé de sauter sur Microsoft, entre autres à cause de la hype, de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, le deal avec Activision Blizzard qui est comme ça à glace. Donc, je ne serais pas surpris de voir le prix de l'action baisser. Je parle de Microsoft ici, même si les earnings sont bons. Pour ce qui est de Google ce soir et de Meta demain, ce que je veux vraiment regarder dans leurs résultats financiers, c'est les revenus de publicité parce que ça va m'indiquer si les annonceurs ont recommencé à mettre du gros cash dans leur département marketing. Et ça, c'est un bon indicateur du sentiment des compagnies. Si tu dépenses dans de la pub, c'est parce que tu t'attends à ce qu'il y ait des ventes. Là. Tu vas pas mettre de l'argent dans le beurre. Donc, les revenus de publicité, c'est un bon indicateur de la santé
économique, du moins du sentiment des entreprises vis-à-vis la santé économique. Donc, ce que je vais regarder particulièrement de mon côté, c'est les revenus provenant du moteur de recherche de Google, donc Google Ads, parce que avec ChatGPT dans le décor, ça se peut que le trafic sur Google ait commencé à diminuer. Je pense pas que le monde n'utilise plus Google et que le monde sont tous sur ChatGPT non plus. Et d'ailleurs, tant qu'à moi, si je compare avec Microsoft, Apple et Meta, dans les compagnies des Big Tech, Google, c'est pas mal la compagnie qui me paraît le plus abordable en ce moment. Si je regarde le prix comparativement aux bénéfices par action. Donc, c'est tous des résultats financiers à surveiller dans les prochains jours. C'est pas mal ces résultats-là qui vont driver la direction du marché. Si on veut arriver à briser un niveau de résistance, il faut que le sentiment du marché soit optimiste. Et pour ça, il faut que les résultats financiers soient encourageants et que les guidance, qui sont les projections financières pour les prochains trimestres aussi. Même si les résultats-là sont bons, si tout le monde anticipe des mauvais trimestres, ça va être négatif pour le sentiment du marché. Et pour terminer sur le volet de la bourse, la semaine passée, sur les marchés boursiers, on a pu voir beaucoup de rouge du côté du secteur de la télécommunication. On parle entre autres de Bell et de TELUS sur le TSX. Et ça s'explique avec une enquête du Wall Street Journal qui parle en fait de la présence de fils en plomb sur les réseaux téléphoniques aux États-Unis. Et pas besoin de vous dire que des câbles gainés en plomb, c'est pas super bon ni pour les humains ni pour l'environnement. Bref, cette nouvelle-là, la semaine passée, ça a fait vraiment dropper les titres de la télécom, autant sur les marchés canadiens que US. Ça a été quand même pire du côté américain. Si on regarde, il y a AT&T et Verizon qui ont chuté de plus de 10% en une seule journée. Pour ce qui est des actions canadiennes, Bell et TELUS ils ont baissé d'environ 3%. Donc, dans les deux cas, c'est pas bon, mais la baisse est beaucoup moins pire du côté canadien. Et je vous rassure tout de suite, selon TELUS, les fils de plomb, ça représente moins de 0,3% de leur réseau. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour nous autres là, concernant ces titres-là versus le problème avec le plomb. Là. Donc, personnellement, mardi passé, j'ai profité de la baisse de prix du côté des actions de TELUS pour en racheter d'autres. Donc, en fait, j'ai grossi ma position. J'étais déjà actionnaire de TELUS. Et là, j'ai pogné les actions de TELUS à 23,60$ par action. Et à ce prix-là, ça me paraissait un peu une exagération au niveau de la réaction du marché. Donc, ça me paraissait un prix intéressant avec le sell-off. Surtout que là, on regarde du côté des rendements des dividendes sur TELUS et on est rendu autour de 6% par année. Donc ça, évidemment, c'est pour mon portefeuille à long terme. Avec TELUS, je vois autant de la croissance, donc un gain capital avec le prix qui devrait augmenter. En même temps, le rendement du dividende super intéressant. Et comme je vous dis, de mon côté, le dividende trimestriel devrait normalement augmenter à chaque année. Donc si je réinvestis les dividendes durant la durée de l'investissement, plus le rendement du prix de l'action, théoriquement, ça devrait m'offrir un excellent rendement. Donc, TELUS reste pour moi un titre très, très attrayant pour le long terme. Et pour conclure l'épisode, demain, ça va être l'annonce de la Fed concernant le taux directeur aux États-Unis. Donc, de mon côté, je m'attends encore à une hausse de 25 points de base de la part de la Fed et ça devrait porter le taux directeur à 5,5%. Donc, c'est ce que j'anticipe de mon côté. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Si vous aimez le contenu et surtout si vous appréciez le fait qu'il n'y a pas de publicité et pas de commanditaire à chaque début d'épisode, abonnez-vous, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, laissez un petit review. Moi, je prends le temps de lire tous les commentaires. Et encore une fois, merci de votre attention et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.